Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les têtes de chapitre. 10 nouveaux cadres viennent de faire leur entrée dans le gouvernement à la faveur du remaniement ministériel intervenu ce week-end. Avec 3 nouveaux départements créés, le gouvernement dirigé par Dr Kassory Fofana passe de 33 ministères à 41. À suivre les précisions dans cette édition d'information. En interactualité depuis mardi, Rennes comme dans 4 autres villes de France, la police verbalise les fumeurs de joint. Vous allez le voir, une amende forfaitaire de 200 € qui peut vite monter en cas de retard de règlement. Ce sont les titres, mesdames et messieurs, de cette édition. Excellente réception à tous. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le chef de l'État, à travers un décret, a procédé ce vendredi à un remaniement ministériel. C'est 10 nouveaux ministres qui viennent de faire leur entrée dans le gouvernement d'Ibrahima Kassory Fofana, qui est reconduit, il faut le préciser, dans ses fonctions de Premier ministre. Une nouveauté dans l'exécutif guinéen, c'est la création de 3 nouveaux départements ministériels, alors que plusieurs ministres ont été, eux, confirmés à leurs postes respectifs. Lansana Komara quitte l'enseignement technique pour le secrétariat du gouvernement. Désormais, le gouvernement passe de 33 ministres à 41. Anseni Bari signe ce décryptage. Suivez. La CENI annonce la date du 18 octobre 2020 pour l'élection présidentielle. Pendant ce temps, le président de la République fait un mini-remaniement. Désormais, la Guinée passe de 38 ministères à 41. Alpha Condé crée 3 nouveaux départements. Le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes, qui sera géré par Hawa Beavogui, précédemment directrice adjointe du Fonds de l'hydraulique, le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables, où Mariam Silla est confirmé, Cheikh Oumar Diallo, ingénieur chimiste, ancien conseiller chargé du développement rural à la primature, est le nouveau patron du ministère du Travail et des lois sociales. L'autre entrée qui suscite d'interrogation et d'espoir est celle de professeur Banou au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'homme qui a assigné le fichier des enseignants devra finir sa tâche avec le SLEC de Souma. Kader Yassine Bari, sitôt venu, sitôt réparti. 3 petits mois auront suffi pour lui au ministère de l'Enseignement supérieur après la démission d'Abdoulaye Yero Baldi. Il est remplacé par Dr Aboubakar Oumar Bangoura, professeur à l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Naïté aux travaux publics, Bantamasso bombardé ministre d'État au sport et à la culture, Tarang à la citoyenneté, Mokhtar à la jeunesse, Tibou à l'industrie, colonel Rémi Lama à la santé, Aboubakar Silla au transport, tous sont maintenus. Des nouvelles têtes avaient été pressenties. Eli Kamanou qui n'aura finalement rien, Jean-Marc Téléanou qui avait laissé sa place à sa femme au Parlement va devoir patienter. Reste à savoir si c'est une ruse politique, car ce décret s'ajoute à celui sur l'installation des présidents de conseils de quartier et de district. Sur ce remaniement ministériel, vous l'avez vu, les réactions des citoyens sont nombreuses et diverses. Si certains exhortent le gouvernement d'œuvrer pour le bonheur de la population, d'autres par contre mettent en garde les promus, donc qui sont venus à quelques mois, vous le savez, de la présidentielle. Et Djibril Ba et Abdoulaye Kamara nous donnent plus de détails. Les citoyens se font de leur propre opinion après la mise en place d'un nouveau gouvernement. Des réactions à chaud, il y en a qui estiment que ce gouvernement doit agir vite pour le développement socio-économique du pays. L'ossature des membres ne les concerne pas et cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, disent-ils. Pour nous, ce n'est pas la tête des uns et des autres qui compte. Le plus important, c'est le travail gouvernemental qui compte. C'est le résultat à la fin du compte qui compte. C'est ce qui doit toucher directement les citoyens à la base et ce qui compte pour nous. C'est de continuer à doubler plus d'efforts pour que le résultat se sent encore de plus au niveau des citoyens. Alors que l'épidémie de coronavirus a durement touché les petites et moyennes entreprises, triste réalité, selon ces citoyens, il avertit. On n'a pas besoin encore qu'on forme encore une nouvelle équipe. Il va venir encore certainement se remplir les postes parce que sachant qu'ils ne vont pas durer, qu'ils n'ont que 4 mois, qu'ils ne vont penser seulement qu'à remplir les postes,
dans les biens du pauvre État et du pauvre peuple de Guinée. Donc je pense que nous devons donner la chance et leur souhaiter bonne chance à cette équipe qui a été reconduite. Il y a eu des départements ministériels qui ont connu de nouvelles figures. C'est comme celui de l'éducation. Cet autre citoyen souligne qu'il était temps. Concernant la nomination du ministre de l'Éducation, le départ de Maurice Sangaré a été bien. Franchement, il y avait trop de protocoles derrière lui. La Guinée passe dorénavant de 38 à 40e ministère. Dans le reste de l'actualité nationale, la CENI a, au cours d'une plénière tenue à son siège jeudi, proposé la date du 18 octobre 2020 pour l'organisation de l'élection présidentielle en Guinée. Le choix de cette date a été approuvé par la majorité des commissaires de l'institution électorale. La CENI décline des préalables pour le respect de cette échéance. Mais quels sont ces préalables et comment réagissent les politiques à cette annonce de l'institution? La réponse dans cet élément de Rosaline Gauthier-Monemou et Amara Alexis-Silla. Sidia Touré trouve que la date du 18 octobre n'a pas été proposée par la CENI, mais plutôt par le président Alpha Condé. À l'entendre, les commissaires n'auraient pas été associés à cette proposition de date. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas la CENI qui a fixé une date. Il n'y a pas eu de plénière, il n'y a pas eu de réunion avec tous les commissaires que je sache. Donc c'est Alpha qui a fixé un calendrier. Donc c'est son calendrier. Nous ne sommes pas inscrits dans ce projet. Pour le président du parti RPR, cette date ne sera pas tenable. Il estime que la CENI devait attendre la conclusion du dialogue entre les acteurs politiques avant de fixer une date. Et pour nous, cette date n'est pas tenable parce que, vu le contexte social de notre pays, je pense bien que les acteurs doivent se retrouver d'abord, que la conclusion de ce dialogue, à l'issue de ça, la CENI devait fixer une date. La CENI prévoit 15 jours pour une opération de révision des listes électorales à titre exceptionnel. Ce responsable du bloc libéral trouve que ce temps ne suffit pas pour l'assainissement du fichier électoral. D'ailleurs, ce fichier non consensuel a été l'une des causes de non-participation de l'opposition aux dernières échéances électorales. Donc, ce fichier est à reprendre. La source des conflits post-électoraux, c'est le fichier électoral. Nous avons un fichier aujourd'hui qui est tripatué. Dire qu'on peut aller à une élection avec une révision exceptionnelle, 15 jours de révision, je pense que la CENI se moque un peu du peuple guinéen. Il faut reprendre ce fichier. Ce fichier aujourd'hui, nous avons des compatriotes à l'étranger qui n'ont pas eu la chance de participer à la dernière révision. Nous avons eu des Guinéens à l'intérieur qui ont été empêchés d'exercer leurs droits constitutionnels, empêchés de s'inscrire sur ces fichiers. Le secrétaire en charge des questions électorales du BL est confiant sur la tenue de l'élection présidentielle cette année. Mais sur quelle constitution les élections vont-elles se tenir, s'interroge-t-il. Il y a des questions de fond que la CENI devra s'atteler avant de proposer une date qui sont entre autres la Cour constitutionnelle et le Parlement. Et puis c'est un fait inédit. Une fille âgée d'environ 16 ans vient d'accoucher d'une fillette avant de l'étrangler à mort cette semaine. Elle a été interpellée et reçoit des soins médicaux au centre médical de Matam. Les faits se sont déroulés ce vendredi à Kissoso dans la commune de Matoto. Mamadou Kalisso et Lamine Silla nous en disent plus. Suivez. Elle donne naissance à une fille et la tue en complicité avec une de ses amies. Le corps du bébé a été jeté sous le pont qui sépare Kissoso et Anta. C'est là où elles ont été interpellées. La nourrice est alitée actuellement au CMC de Matam. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, elle a perdu assez de sang. Constatant ces faits, nous tout de suite on l'a prise d'urgence pour l'envoyer au CMC de Matam. De ce côté, c'est là il faut saluer vraiment la promptitude des médecins. Et les médecins nous ont reçus et tout de suite les soins ont commencé. Ils nous ont demandé d'envoyer du sang. Lorsque les médecins vont nous rassurer que c'est stabilisé, on va procéder à son audition, voir quelles sont les raisons réelles qui l'ont motivé à commettre cet acte. Ses parents interrogés affirment qu'ils ne savaient pas que leur fille était enceinte. Cela relance la question sur l'éducation sexuelle et le tabou qui l'entoure. Ce défenseur des droits humains suit le dossier et réclame justice. Si elle nous donnait cet enfant, on pouvait mettre cet enfant à l'internat pour que cet enfant bénéficie de ses droits. Mais vu que cet enfant a été tué, donc c'est un crime et nous condamnons les crimes. Donc nous allons poursuivre le dossier à la justice.
De l'infanticide, on passe à un viol sur mineur qui a abouti à une grossesse. Le crime a eu lieu à Kapororaï, dans la commune de Ratoma. Le présumé violeur, âgé de 45 ans, dit avoir agi sous l'influence de Satan. La victime est sa fille adoptive. D'après les résultats de l'échographie, elle attend des jumeaux. L'échographie démontre que c'est des 2 jumeaux. Et la fille n'a que 16 ans. La fille est très affaiblie. Donc s'il n'y a pas un suivi, c'est très difficile. Mais nous, par la qualification, vraiment, nous, les officiers de police judiciaire, nous disons que viol sur mineur. Mais le côté de l'inceste, ça reste à désirer. C'est l'appréciation sera donnée par M. le procureur de la République. Le présumé violeur, qui est charlatan, a été déféré devant le parquet de Dixine. Depuis l'installation de cette brigade, il y a 5 mois, près de 20 dossiers de viols sur mineurs ont été traités, sans compter les abandons d'enfants, les violences conjugales. Seul bémol, la brigade est sous-équipée. Et puis c'est une scène qui aurait pu finir par un drame. Vous-même, vous allez le constater, un policier a renversé un motard. La cause, il n'avait pas son masque. Le jeune s'est évanoui après de longues heures et la panique s'est emportée chez des vendeurs du marché de Bonfi dans la commune de Matam. L'accrochage a également connu des dommages collatéraux. Plus d'explications dans ce reportage de Sekou Diatia Kamara et Mohamed Bangoura. Bonfi se réveille avec un grave incident aux alentours du marché. Un jeune a essuyé la colère d'un homme en uniforme parce qu'il n'a pas porté son masque. À la suite des altercations, le jeune assis sur sa moto se verra renversé et tombe subitement à terre. Soudain, la panique gagne le marché. Je venais de chez moi, entre-temps j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai dit une moto a renversé un jeune. Sitôt informé, le père du jeune homme a investi les lieux. Pendant ce temps, les collègues du policier lui ont remis de l'argent pour les soins de son fils. Je leur ai dit, c'est vous qui l'avez blessé. Vous devez l'amener à l'hôpital. Après, ils m'ont donné 300 000 et le lundi de leur dire les nouvelles de mon fils. L'incident n'a pas épargné cette jeune fille. Elle aussi a été blessée par les effets du gaz lacrymogène lancé par le policier. J'étais arrêté auprès du marché. Il lançait du gaz et j'ai pris mon bagage. Tout d'un coup, le gaz est tombé sous mes pieds et mes piments se versent. Des piments qui coûtent à 1 million. À la suite de cela, je me suis précipité pour quitter les lieux. Depuis l'annonce du chef de l'État pour le port du masque le 18 avril dernier, l'on assiste parfois à des scènes ubuesques, voire dramatiques. Voilà, merci donc à Alpha Oumar Koïta pour cette correspondance. On reste toujours à l'intérieur du pays pour dire que le service de la maternité de l'hôpital régional de Kankan ne compte actuellement que 2 médecins gynécologues. Une situation qui inquiète aujourd'hui. Vous allez le voir, le responsable du service qui explique ce manque de personnel par l'abandon de postes par certains médecins mutés dans son service. Dr Soiré invite le gouvernement à une politique de maintien des fonctionnaires à leur poste. Je vous propose plutôt de suivre la correspondance cette fois-ci d'Alpha Oumar Koïta. La maternité est l'un des services les plus convoités par des patients dans les différentes structures sanitaires du pays. À l'hôpital régional de Kankan, ce service ne compte aujourd'hui en son sein que 2 médecins gynécologues qui se battent tant bien que mal pour satisfaire leurs clients. Nous avons dans ce service 2 médecins, 10 sages-femmes et 2 ATS. Donc, mensuellement, nous faisons 450 à 480 accouchements par mois. 83 césariennes, et tous ces césariennes-là sont gratuites, les accouchements aussi sont gratuits. Donc, nous hospitalisons aussi des patientes malades au nom de jusqu'à 80 malades hospitalisés. En plus de ce manque criard du personnel soignant, présentement, nous avons 32 lits. Le service est bourré. Donc, nous sommes, comme nous disons en termes médicaux, le taux d'occupation moyen est à 90%. 90%. Et la norme, si elle est retenue par le ministère, il faut 70%. Nous sommes à 92%. Donc, vous dites que la charge de travail est élevée ici. Donc,
l'équipe de garde qui garde, il peut te faire 15 à 20 accouchements la nuit. Il vous faut aujourd'hui combien de médecins gynécologues pour pouvoir couvrir le besoin? Nous ne sommes que 2 médecins. Heureusement que nous sommes reliés par 4 internes aussi qui nous aident. Donc au moins si on a 2 médecins, ça suffit. 2 médecins à la maternité, ça suffit. Donc le besoin sera couvert. Cependant, Dr Souare lance une invite à l'endroit du gouvernement guinéen en ces termes. C'est ça que je demande à l'État, si vraiment s'il y aura de nouveaux recrutements, qu'on pense au service. Mais une fois que ces fonctionnaires-là sont là, il faudrait que vraiment qu'il y ait, comme je l'ai dit au départ, il faudrait qu'il y ait une politique de maintenance de ces nouveaux fonctionnaires. Des enseignants du privé réunis autour d'une plateforme ont été ce samedi chez le secrétaire général du SNE, syndicat national de l'éducation. Objectif, expliquer à la structure syndicale la situation dans laquelle les encadreurs du privé vivent et solliciter un appui, bien sûr, de la part de l'État avant la réglementation du secteur. Cette démarche a été justifiée aussi par leur affiliation au SNE. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Fatoumata Kondé. Une dizaine d'enseignants du privé est venue exprimer l'angoisse de leurs depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars dernier. D'entrée, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation leur a fait savoir que la situation des enseignants du secteur privé a été l'une de ses priorités. Et même pendant les négociations du 28 janvier 2020, on a parlé des cas des écoles privées. Donc, ils ont vu que partout où le SNE passe, il part des enseignants du public, puisque nous ne faisons pas une différence entre enseignants du public et enseignants du privé. Laissés à leur sort, disent-ils, leur affiliation au SNE ce samedi est comme un début d'espoir. D'abord, en temps normal, nous sommes, n'est-ce pas, nous menons une vie vulnérable. Pendant cette période de crise pandémique, aujourd'hui, les enseignants sont, n'est-ce pas, livrés aux activités qui sont indignes d'eux. Malgré les cris de cœur, certains fondateurs d'écoles privées n'ont pas lâché du lest. Une situation qui les amène à souhaiter la réglementation du secteur, comme dans d'autres pays de la sous-région. Pendant ce temps, la crise sanitaire est une dure épreuve pour eux. La couche la plus vulnérable, ce sont les enseignants du privé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps d'Ebola, on a connu les mêmes choses. Ces enseignants-là, certains ont divorcé avec leurs femmes. D'autres ont été délogés. Certains même, finalement, sont même morts de maladies qui ne pouvaient même pas se soigner, puisqu'on avait fait 6 mois sans cours. Et la même chose encore s'est répétée cette année. À la suite du remaniement ministériel, un département du travail et des lois sociales est créé, une autre source d'espérance pour ces encadreurs. La Covid-19, on en parle toujours dans cette édition avec cette campagne de sensibilisation contre la maladie dans des maisons carcérales de Conakry. C'est une initiative des étudiants du département de sociologie de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia à vue d'accompagner les agents de sécurité et de la protection civile dans la lutte contre la pandémie qui prévaut, vous le savez, dans notre pays. Vendredi, la brigade de la gendarmerie nationale de Kaporo a reçu un important lot de protection contre la Covid-19. Bangali Bintou Keïta commence les images d'Ibrahima Sori Kamara. Des étudiants en sociologie de la santé de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia s'activent dans la riposte contre le coronavirus. Pour ce faire, ils ont apporté 500 bavettes, 30 seaux pour le lavage des mains et des cartons de savon à la brigade de la gendarmerie de Kaporo. On a fait ce projet dénommé éducation sanitaire dans les postes de police de la commune de Ratoma. Savez-vous, l'une des communes les plus frappées, c'est la commune de Ratoma. Et l'une des couches les plus oubliées au moins, c'est la couche carcérale, les prisonniers et tout ça. Donc, les policiers sont en contact avec les prisonniers, sont en contact avec l'extérieur. C'était qu'ils se battent au moins pour qu'on puisse respecter les mesures de barrière. Alors, nous avons jugé nécessaire, il est très utile de venir vers eux, de les outiller, de les informer davantage pour que nous autres, nous soyons aussi protégés. Parce que si ils ne sont pas bien informés, ils ne sont pas outillés et équipés, la population ne pourra pas vraiment respecter les principes qu'il faut. Au total, 10 maisons carcérales vont bénéficier de ce don.
Une action soutenue grâce à l'implication de la plateforme dénommée Promo Guinée. Le contexte global oblige que nous menions des actions face au Covid-19. C'est ainsi qu'en association avec le CAPEX, nous avons jugé nécessaire de financer ce projet afin de doter nos forces de l'ordre des outils les permettant de se protéger face à cet ennemi invisible. Ce jeune estime que les messages de sensibilisation ont été bien transmis au public cible et espère qu'ils seront bien entendus. En tout cas, nous espérons que c'est le cas, que ça a été bien compris et qu'ils mettront ces conseils-là en œuvre pour limiter la propagation du virus. Ces étudiants comptent s'investir dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus en milieu universitaire une fois la réouverture des classes. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. Depuis mardi à Rennes, comme dans 4 autres villes de France, la police verbalise les fumeurs de joint. Une amende forfaitaire de 200 € qui peut vite monter en cas de retard de règlement. Elle s'applique à tous les drogues, mais vise d'abord les usagers de cannabis. Elle doit être étendue à Lille et Marseille à la mi-juillet avant de concerner progressivement toute la France métropolitaine. Suivez. Surpris, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est quoi, c'est un 20 balles 10 €, voilà. Effectivement, moi je on verra pas votre visage, monsieur. Il n'y a pas de souci. Faites très attention, quoi, quand même. Voilà. Là, je me suis fait prendre, ça m'apprend. C'est la leçon, hein. Elle permet en fait aux policiers sur la voie publique, dès lors qu'ils constatent qu'un individu majeur a du produit stupéfiant pour sa consommation ou qu'il est en train de consommer, de le verbaliser directement sur sa tablette ou son téléphone. Malheureusement, n'ayant pas sa carte d'identité, je peux pas. Alors cette verbalisation a beaucoup d'avantages et le principal c'est de réduire en fait le temps de procédure passé par les services de police sur ces infractions qui sont des infractions de masse. Et également, ça c'est le deuxième gros avantage, c'est d'avoir une sanction pécuniaire qui sera normalement dissuasive pour les consommateurs. Toujours à l'international, aux États-Unis, lors de son premier meeting de campagne depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19 sur le sol américain, Donald Trump dit ironiquement qu'il a demandé à ce que le rythme des tests du Covid-19 ralentisse dans son pays, car, dit-il, quand vous menez autant de tests, eh bien, vous allez trouver plus de cas. C'est tout simplement dit Donald Trump. Suivez. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. They test and they test. We got tests that people don't know what's going on. We got tests. We got another one over here. The young man's 10 years old. He's got the sniffles. He'll recover in about 15 minutes. That's a case. Add up to it. That's a case. That's a case. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information, une édition conduite à la régie par Lamine Sidibé, le très discret. J'ai été assisté par Mohamed Kamara. Le journal a été réalisé par Malik Sangiana Kamara. Merci de votre aimable attention. Et surtout, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. Bonsoir.